Je trouve que ça a quand même pas mal augmenté, que ce soit genre fruits et légumes, la viande. Deux jeunes enfants, en fait, là, ça nous coûte en haut de 300 par semaine. On poursuit là-dessus avec Maurice Doyon, professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Bonsoir, Monsieur Doyon. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour nous aider à y voir un peu plus clair. Et juste avant d'entreprendre notre discussion, un tableau qui nous montre un peu le portrait de cette industrie, finalement, et des choix de consommation que font les Canadiens. Où les Canadiens font-ils leur épicerie? Vous voyez ici comment peu de joueurs accaparent une grosse partie du marché, Loblaws, Metro, Costco, Sobeys, Walmart. Et les autres, c'est donc ces indépendants qui ont de la difficulté à se tailler une place dans le panorama canadien. Alors, aidez-nous à comprendre dans un premier temps l'inflation alimentaire qui reste à 9 alors que l'inflation au sens général est plutôt dans une tendance baissière. Comment vous l'expliquez? En fait, il faut regarder qu'est-ce que constitue là, le coût de l'alimentation. Donc, bien entendu, les frais de transport sont un élément, les coûts d'énergie sont des éléments importants et le travail, donc ce sont des éléments clés. Associés au coût de l'énergie, il y a les coûts des intrants, par exemple les engrais chimiques que les agriculteurs utilisent. Et dans le fond, tous ces éléments tels que le coût du financement, en règle générale, les agriculteurs ont aussi un niveau d'endettement relativement élevé. Donc, tout ça fait en sorte que les coûts pour les agriculteurs augmentent. C'est également vrai pour les transformateurs où le besoin de main-d'œuvre est souvent très important et ça a poussé les prix, dans le fond, les salaires à la hausse. Et il faudrait peut-être également mentionner le fait que les transformateurs canadiens se sont fait beaucoup presser le citron par les grands distributeurs détaillants, si bien que la marge de manœuvre qu'ils ont, elle est très faible, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a une hausse de mes coûts, je n'ai pas la marge d'absorption que j'aurais dû avoir ou que j'avais avant, si bien que je dois passer, là, il m'en reste plus de marge, je dois passer tout ça à mes détaillants distributeurs. Donc, tout ça, c'est le consommateur en bout de ligne qui paie la note. Au bout de la chaîne, il y a le consommateur qui en paie le prix. Et dans ce portrait-là, avec toutes sortes d'acteurs qui entrent en ligne de compte, en quoi l'arrivée de nouveaux joueurs, comme le suggère le Bureau de la concurrence, pourrait changer les choses au bénéfice des consommateurs? Je mentionnais il y a un instant qu'il y a eu quand même des enquêtes et puis même on a décidé de mettre un guide de bonnes pratiques parce qu'on trouvait que nos distributeurs détaillants jouaient peut-être un petit peu trop serré avec les transformateurs notamment. Donc, d'avoir un nouveau joueur, c'est sûr que ça peut aider à ce niveau-là. Toutefois, la question pour moi, c'est comment on attire un nouveau joueur. Parce que vous savez, ces joueurs-là, on ne les empêche pas là, de venir au Canada. Ils ont choisi de ne pas venir. Est-ce que c'est parce qu'ils ne nous ont pas considérés, parce que notre marché est déjà saturé, qu'on a une situation qui serait difficile pour eux? N'oublions pas qu'on est un très grand pays avec une relativement faible densité de population. Alors, il y a ces éléments. Oui, la concurrence, ça pourrait aider, mais comment on l'attire, cette concurrence-là? Il est là le défi. Alors, est-ce que vous dites, en quelque sorte, qu'il y a quelque chose d'irréaliste dans ce que propose le Bureau de la concurrence? Ou au contraire, y a-t-il des moyens, des incitatifs possibles pour attirer ces joueurs étrangers sans que ça leur coûte trop cher? Je ne serais pas en mesure de vous dire si c'est irréaliste, mais c'est certainement pas facile. Si nous étions un marché hyper intéressant, je crois qu'il serait déjà là. Et il ne faut pas penser que les distributeurs détaillants qui sont déjà en place vont leur faciliter les choses, bien entendu. Et tout ça est vu avec une certaine dose de méfiance par les joueurs indépendants, c'est-à-dire cette invitation à cette concurrence de grandes bannières étrangères, je pense à Carrefour ou à d'autres, des Américains qui pourraient débarquer, parce qu'il y a aussi cette possibilité de renforcer le secteur des indépendants. Oui, tout à fait. Encore une fois, dans le marché dans lequel on évolue, on a des indépendants qui tirent bien leur épingle du jeu, mais souvent, ils vont arriver avec une offre qui est différente
et avec une spécialisation que ce soit au niveau de produits différents ou encore de marchés de proximité et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessairement une solution à l'inflation alimentaire parce que on parle de produits davantage nichés dans plusieurs cas. Le bureau mentionne également le problème qui existe en région rurale et on peut penser qu'un joueur international qui arriverait va s'installer en milieu urbain et non pas en milieu rural. Donc, cet aspect-là d'augmenter la compétition à l'extérieur des grands centres, elle ne semble pas très bien couverte là, par la lecture que j'ai faite, à tout le moins, du rapport. Très bien. Alors, on voit bien, donc, à la lumière de vos propos, que c'est loin d'être simple, tout ça, mais il y a certainement une grande impatience des consommateurs qui, comme on l'a vu dans les chiffres depuis longtemps, continuent à payer très cher pour leur épicerie. Merci beaucoup, encore une fois, Maurice Doyon. À une prochaine. Au revoir.